Salam alaikum, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo ayant pour titre Géopolitique, quel devenir? Cette vidéo aura pour objet effectivement d'essayer d'élaborer un résumé de la situation actuelle au niveau mondial des rapports de force entre les différentes puissances et les grandes puissances et les puissances moyennes, d'essayer d'en tirer les enseignements et en fin de vidéo, de voir quel est le rapport direct avec les projets que nous mettons nous-mêmes en place. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que l'humanité est l'humanité, en l'occurrence depuis qu'il y a des cités organisées, que l'homme s'est organisé en société, il y a ce qu'on appelle des puissances équilibrées, des puissances prédatrices et des États vassaux. Donc, ce qu'on appelle une puissance équilibrée, c'est une puissance qui, par son poids démographique, son niveau de développement, impose aux autres des rapports qui vont permettre effectivement d'imposer des rapports commerciaux, une vision culturelle, une vision politique également. Et donc, à des États vassaux, ces États vassaux vont ne pas pouvoir, être en pleine souveraineté et vont lier leur sort à une puissance donnée. Alors la puissance équilibrée, c'est celle qui va tenter de mettre des rapports où finalement les vassaux vont y trouver leur compte. C'est-à-dire que les vassaux vont devenir de véritables alliés, non sous la contrainte, mais de manière volontaire à la puissance équilibrée. Pour vous donner des exemples de puissance équilibrée à travers l'histoire, il y a eu l'Empire romain. L'Empire romain a été pendant des siècles une puissance équilibrée qui a réuni des peuples très très différents et des citoyens qui, dans les différentes provinces romaines, ont pu accéder au statut de Romains, de citoyens à part entière. D'accord ? Quelle que soit son origine. D'ailleurs, jusqu'au plus haut niveau, puisqu'il y a eu des empereurs romains qui ont été issus des provinces. Il y a eu des empereurs romains maghrébins, par exemple. Donc voilà, puisque le Maghreb a été pendant des siècles intégré à l'Empire romain. Donc, on était bien là en face d'une puissance équilibrée. Et à telle enseigne que l'Empire romain s'est effondré à partir du moment où les provinces étrangères, donc les provinces qui étaient agrégées à l'Empire romain, étaient assujetties à une imposition extrêmement lourde pour payer effectivement les armées et lever les impôts de plus en plus importants, ce qui provoquait des révoltes jusqu'aux invasions barbares et donc l'effondrement et l'implosion de Rome. Donc, mais pendant des siècles, l'Empire romain a été une puissance équilibrée. Autre exemple, les empires islamiques, que ce soit les empires omeyyades, abbassides, ottomans, ont été les puissances équilibrées. Là, pareil, elles ont regroupé des cultures totalement différentes qui ont pu conserver leur spécificité, et y compris des minorités protégées, minorités juives, minorités chrétiennes, zoroastriennes, qui ont pu maintenir leur culte et être protégées par l'Empire. Et on a vu ça notamment pendant de longs siècles à travers l'Empire islamique qui s'est désagrégé à partir du moment où il avait perdu les routes du commerce, parce que les routes de l'or, notamment les routes de l'or, étaient aux mains de l'Empire islamique et tout le commerce de l'Orient vers l'Occident, de la Chine, la fameuse route de la soie, était aux mains de l'Empire islamique, donc qui en tirait des bénéfices colossaux. Et à partir du moment où les Amériques étaient découvertes, avec la ruée vers l'or, les ors, les Amériques, les routes de l'or ont changé, les grandes villes de l'Empire islamique se sont appauvries, sont tombées dans la dissidence, se sont désagrégées en petits royaumes, qui prélevaient les impôts de plus en plus lourds, toujours la même histoire, jusqu'à tomber à un niveau de décadence qui était venu aussi au fait que une puissance équilibrée a forcément quelque chose à proposer au monde, une vision. L'Empire romain proposait effectivement une vision d'une certaine norme de civilisationnelle. On a vu ces grandes constructions, ces grandes infrastructures romaines, ces routes pavées, ces amphithéâtres, ces thermes, qui faisaient effectivement de la civilisation romaine une civilisation extrêmement raffinée. On l'a vu avec l'Empire islamique également, pour ne parler que de ces deux empires qui avaient une vision des sciences extrêmement élaborée, du savoir, de la recherche, des universités, de la médecine, où le monde entier venait... on l'a vu en Andalousie notamment, alors que Cordoue était une ville de plus d'1 million d'habitants. Cordoue au Moyen-Âge, c'était 1 million d'habitants, c'était une ville où il y avait le tout à l'égout, l'éclairage public, pendant que Paris
avait tout au plus 100 000 habitants qui vivaient dans la boue et dans une crasse incroyable. Donc, énormément d'étudiants d'Europe venaient apprendre et profiter du savoir délivré dans les universités de Cordoue et dans les grandes villes d'Andalousie. Donc, à partir du moment où les royaumes musulmans se sont aussi enfermés dans un dirigisme du droit, cette jurisprudence qui a voulu monter, finalement, légiférer la vie du croyant dans ses moindres gestes, ce qu'on appelait les docteurs de la loi. À partir du moment où les docteurs de la loi ont pris le pouvoir sur les philosophes et les théologiens, et en l'occurrence, on a arrêté de penser au sein du monde musulman, on est rentré dans une rigidité, dans une pensée sclérosée. Puis les invasions mongoles sont arrivées. Ensuite, l'Empire ottoman a essayé de tenir la baraque, mais la décadence était déjà profondément inscrite. Et c'est arrivé jusqu'à la déliquescence, donc la colonisation. Pour être colonisé, il faut être colonisable. Donc le monde musulman est arrivé à un tel niveau qu'il n'arrivait plus à renouveler sa pensée. Il est resté figé dans une pensée sclérosée qui ne s'est pas renouvelée. Et donc, de fait, a vécu sa décadence. Donc, on voit, voilà, on arrive à projeter ce qu'ont été les puissances équilibrées. Une puissance prédatrice, c'est quoi? Une puissance prédatrice, c'est une puissance qui va s'appuyer sur des États vassaux par la contrainte, par la force, en vue d'exproprier ses richesses, de le spolier de ses propres richesses au profit du centre et donc au détriment des vassaux. Voilà, qui vont se voir spolier grâce au maintien d'une minorité, c'est-à-dire qu'en fait, la puissance va imposer une minorité à la tête du pays vassal. Cette minorité collaborationniste n'aura pour but que d'exploiter son propre peuple au profit de la puissance prédatrice. Voilà. Donc ça, c'est là. Si vous étudiez à travers l'histoire les rapports géopolitiques, c'est toujours une histoire de puissance équilibrée qui apporte une véritable vision du monde et qui va agréger différentes nations différentes autour d'un projet commun, ou des puissances prédatrices qui vont par la force imposer la spoliation, et des vassaux qui vont vivre, suivant l'histoire, agrégés auprès de puissances équilibrées ou qui vont subir l'oppression de puissances prédatrices. Étudier l'histoire de la géopolitique, ça tourne en gros toujours autour de la même histoire. Alors, si nous étudions l'état du monde actuellement, quelles sont les grandes puissances au jour d'aujourd'hui qui impriment une vision du monde, qui impriment la norme au monde entier? On les connaît. En un, les États-Unis, donc les États-Unis d'Amérique, pays relativement jeune, de 2 siècles et demi. Les États-Unis d'Amérique se sont construits déjà sur effectivement une conquête ultra-violente qui a vu la disparition physique des autochtones qui vivaient depuis des millénaires sur cette terre, qui se sont vus exterminés. Donc l'histoire a déjà très mal démarré. Ensuite, ces États-Unis d'Amérique, les 4/5e de leur temps, quand vous étudiez l'histoire de cet empire américain, c'est une histoire de guerre et de prédation. D'ailleurs, on a toujours eu face à une puissance prédatrice qui a, fait une distinction énorme suivant ses zones d'influence et a toujours été dans un rapport de conflit. En ce qui concerne l'Europe, d'où étaient originaires ces Américains, on a vu un certain équilibre. On peut considérer effectivement que les Américains ont participé bien sûr activement à la libération de l'Europe contre le nazisme, pour lutter contre le nazisme, et a débloqué un plan Marshall. Mais ce plan Marshall, cette reconstruction de l'Europe n'a jamais été gratuite. Et en l'occurrence, les Américains ont toujours défendu un principe, c'est For America First, tout au profit d'abord des États-Unis. Donc on ne peut pas parler en ce sens d'une puissance équilibrée, mais bien d'une puissance prédatrice. Alors, quel autre type de puissance? Dans la Chine, évidemment, la Chine qui, depuis les années 80, monte en puissance. Sommes-nous là face à une puissance équilibrée ou prédatrice? Quand on analyse l'histoire contemporaine de la Chine, il y a un élément extrêmement important pour faire la distinction entre une puissance équilibrée et une puissance prédatrice, c'est sa relation aux minorités, à ces minorités. Est-ce que j'ai la possibilité de laisser les minorités vivre sous mon aile, en liberté de conscience, en liberté de culte? Analysons les choses en ce qui concerne la Chine. On voit bien qu'il y a l'ethnie majoritaire, les Yuan, qui ont imposé aux Tibétains, souvenez-vous de ce qu'ont vécu les Tibétains à partir du moment où ils ont réclamé une autonomie. Ils ont vu leur culture détruite, une oppression militaire féroce, des arrestations en masse. Et c'est aujourd'hui ce que vivent les Ouïghours. Puisque dans la province du Xinjiang, les retours qu'on a, c'est plus d'1 million de personnes embarquées, raflées, parquées dans les camps pour détruire, donc une destruction culturelle
une répression féroce, une purification ethnique. Donc en cela, la Chine, on ne peut pas parler de la Chine au jour d'aujourd'hui comme puissance équilibrée. D'ailleurs, la Chine impose quel type de normes civilisationnelles? C'est le Big Brother. Aujourd'hui en Chine, dans les rues, c'est reconnaissance faciale. Vous ne pouvez pas être un dissident du Parti communiste chinois. La liberté d'expression est extrêmement limitée. Voilà, je pense qu'un être équilibré n'aurait pas envie de vivre sous le régime Big Brother à la chinoise. Donc, on ne peut pas parler là de puissance équilibrée. Donc, quelle autre puissance? Après, nous avons les puissances moyennes. En termes de puissance moyenne, bien sûr, il y a la Russie. Alors, la problématique d'une puissance comme la Russie, ce qui concerne la Chine également, c'est la dénatalité. C'est-à-dire, effectivement, des puissances vieillissantes, propres aujourd'hui de la Russie, basée sur un nationalisme à la Poutine. C'est peu d'avenir au final, parce que la population russe, non seulement vieillit, mais elle régresse. C'est-à-dire que c'est un pays dont la population n'augmente pas, mais diminue, parce qu'il y a un élément extrêmement important pour pouvoir s'imposer en tant que puissance, c'est sa force démographique, c'est-à-dire sa vivacité démographique. Or, il y a eu toute une pensée matérialiste qui a tourné autour de la vision malthusienne de Malthus, 18e siècle, économiste, qui avait effectivement vu dans la démographie un gros problème, c'est-à-dire que la démographie évoluant plus vite que les gains de productivité, ceci appauvrissait les peuples. C'est une aberration de l'esprit parce que toutes les nations qui sont tombées dans ce malthusianisme le payent très lourd. C'est le cas pour revenir à la Chine. La Chine, avec sa politique pendant des décennies d'un enfant par couple, c'est une catastrophe parce qu'il faut toujours bien penser que quel que soit le système, c'est toujours les actifs qui prennent en charge les aînés qui, à un moment de leur vie, ne peuvent plus travailler, n'ont plus la force physique pour travailler. Donc, que vous fassiez un système de répartition à la française ou que vous fassiez un système, un système basé sur la solidarité générationnelle des familles où, effectivement, les enfants vont prendre en charge leurs aînés, encore faut-il que les enfants soient suffisamment nombreux. Si vous faites reposer sur un enfant la prise en charge de deux personnes âgées, c'est intenable. C'est-à-dire que les prélèvements sont tellement élevés que vous sapez toute forme de mobilisation de capitaux au service de l'investissement. Ça, tout le monde peut le comprendre. Donc, la grande erreur de la Chine, c'est sa démographie. Quand on analyse sa démographie, on voit bien que là, ils sont condamnés à terme à supporter une masse de vieux de plus en plus importante, ce qui va les autres obliger à passer à une politique impérialiste de plus en plus prédateur. Donc, la Chine, à terme, ne peut pas être une puissance équilibrée. Elle va devoir se projeter, effectivement, et elle le fait déjà dans des routes du commerce, en essayant de reconstruire cette fameuse route de la soie, mais il ne faut pas se leurrer. Ce sera au profit de la population vieillissante chinoise, des vieux Yuan, qui ne pourront plus s'appuyer sur leurs enfants et qui auront besoin des richesses extérieures qu'il faudra capter à leur profit. Donc, grande méfiance vis-à-vis de la Chine, qui n'a pas d'avenir en tant que puissance, encore une fois, équilibrée. Donc, pour venir à la Russie, elle est condamnée à terme, du part, effectivement, de sa dénatalité qui la pénalise. On le voit aussi avec l'Allemagne, qui est une puissance moyenne, problème de dénatalité, tout pareil, le matérialisme, l'individualisme a mené à ce que les Allemands ne veulent plus faire d'enfants, parce que c'est une contrainte. Donc, on est à 1, et quelques enfants par femme. Le renouvellement des générations n'étant pas effectué, à terme, c'est mort, les amis. Voilà. Donc, tout ça pour dire que voilà. Alors, il y a l'Inde, mais la problématique de l'Inde, c'est que s'il y a une natalité qui reste vivace, le problème de l'Inde est lié pour être une puissance équilibrée, il faut avoir quelque chose à proposer au monde. Alors, qu'est-ce que l'Inde peut proposer au monde à part un système de caste et de nationalisme religieux qui réprime de plus en plus ces minorités? On voit bien que la minorité musulmane, qui compose quand même 15% de l'Inde, se retrouve dans des situations où on lui délie même le droit d'avoir une citoyenneté pleine et entière. Donc, en cela, l'Inde n'a rien à proposer au monde. Donc, on arrive à la conclusion au jour d'aujourd'hui qu'en fait, l'humanité est orpheline de puissance équilibrée. C'est-à-dire que nous sommes face à un désert de puissances prédatrices qui se combattent. Au premier lieu, la Chine contre les États-Unis, un combat féroce, qui n'est pas un combat armé aujourd'hui, mais qui utilise sans pitié des armes non conventionnelles, du commerce, la guerre économique, certains diront même la guerre bactériologique, allez savoir. Mais en l'occurrence, c'est une guerre sans pitié, mais qui n'a rien à proposer au monde. Autrement dit, les États-Unis,
ont besoin du monde parce qu'ils exportent leur dollar, ils imposent leur dollar dans les rapports du commerce mondial, ils imposent leur dollar, donc ils exportent du dollar, ce qui leur permet de combler leur déficit budgétaire chronique, puisqu'ils atteignent une dette astronomique de plus de 22 000 milliards de dollars de dette, qui ne peut être que payée par l'exportation de nouveaux dollars. Donc ils imposent le dollar dans le commerce international et notamment dans le commerce des matières premières. Donc c'est les États-Unis qui ont besoin du monde et pas le monde qui a besoin des États-Unis. Donc on voit bien qu'à tous les niveaux, on est en face d'une puissance prédatrice. Donc on se retrouve dans cette situation où nous sommes orphelins d'une puissance équilibrée ou de puissances équilibrées qui peuvent effectivement servir de phare civilisationnel sur lequel des peuples peuvent s'agréger, trouver l'espoir, amener leur pierre et ainsi avoir un avenir serein pour les générations futures. Donc, la question étant de savoir, la nature ayant horreur du vide, quelles sont les possibilités demain d'émergence d'une puissance équilibrée? Alors, si on se réfère au système de civilisation et notamment au système de croyance qui existe, faisons un rapide, un rapide tour d'horizon pour essayer de voir quelles sont non exhaustives d'ailleurs, parce qu'il faudrait beaucoup de temps si on devait analyser toutes les possibilités, mais essayons de voir dans le giron qui nous intéresse. Ce giron, c'est l'Afrique et l'Europe, dit en résumé, ce pourtour méditerranéen, ce continent africain et ce continent européen. Nous avons une particularité, c'est que de partager finalement un terreau commun qui sont ces religions révélées, ces livres révélés et donc de la tradition, de la révélation abrahamique, donc du monothéisme abrahamique. Donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le judaïsme peut-il demain servir de relais pour présenter au monde quelque chose d'attirant qui va pouvoir devenir puissance équilibrée? Alors est-ce que demain une frange du peuple juif équilibré pourra-t-il, du haut effectivement de son savoir, parce que la force du peuple juif, c'est d'intégrer des gens à travers l'histoire qui ont été de grands penseurs, de grands savants de leur domaine. Donc là, il y a là un réservoir d'intelligence qui a des véritables atouts pour proposer quelque chose au monde. Le problème, c'est qu'avec l'histoire du sionisme, qui est un nationalisme, donc né au 19e siècle, c'est mal barré. Parce qu'on a là un nationalisme ethnique exacerbé qui fait subir à un autre peuple, aux Palestiniens, une injustice énorme et qui fait que la majorité du monde a beaucoup de mal à regarder Israël comme une puissance équilibrée. Donc déjà, la taille ne lui permet pas et cet exhaustisme ethnique ne permet pas effectivement, au judaïsme au jour d'aujourd'hui, d'offrir quoi que ce soit à l'humanité. Il faudrait une véritable révolution culturelle. Attention, elle est possible. Il se peut demain que, dans le cadre de l'avenir du Moyen-Orient, il y ait un revers total de l'inverse en fait du gouvernement de Netanyahou, parce que Netanyahou, on voit bien que c'est une catastrophe. Ce type est 5e fois qu'il est réélu, mais disons-le clairement, il amène Israël dans un mur sans issue. Vouloir annexer la Cisjordanie au jour d'aujourd'hui, comme le présente le plan Trump, qui est un énorme piège. En fait, Trump, il leur tend un piège énorme, et eux, ils tombent les deux pieds dedans. Déjà, quand il a transféré l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, c'était un cadeau empoisonné qui a empêché le rapprochement avec l'Arabie Saoudite et permettre aux États-Unis le maintien du pacte de corruption, donc de vendre des armes à hauteur de 500 milliards de dollars à l'Arabie Saoudite. Les Américains ont besoin d'une zone de tension, l'Iran, Israël, et que surtout tout ce monde-là, sémite, ne s'entendent pas. Donc, à partir du moment où il y avait une tentative de rapprochement, les Américains ont tout de suite fait échouer ça en proposant ce cadeau empoisonné de transfert de l'ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Et là, leur Trump est allé plus loin avec son beau-frère, son gendre complètement idiot, complètement sioniste, qui est allé proposer le plan Trump, qui est une aberration totale, qui vise à annexer la Cisjordanie. Mais annexer la Cisjordanie, c'est annexer 3 millions de Palestiniens. Et ça revient dans un État commun à faire en sorte que 5 millions de Palestiniens vont se retrouver avec 5 millions d'Israéliens juifs, si on intègre les Israéliens arabes. Donc, ça fait 5 millions contre 5 millions. Que 5 millions maintiennent une apartheid contre 5 millions, et les amis, ça ne tiendra pas. À un moment donné, il n'y a que deux issues. C'est une voix, un homme. Et donc, Israël perdra la particularité d'État juif. Et c'est possible, c'est-à-dire c'est possible que demain, les sémites sont très créatifs. Donc, demain, on peut avoir une situation où les juifs conserveront les tribunaux rabbiniques, leur propre législation, les musulmans leur législation, les chrétiens palestiniens leur législation. Tout ça est possible. Il peut y avoir un équilibre.
qui va faire que cette zone peut devenir une zone de renouveau qui aura des choses à proposer au monde en termes de fraternisation, de vie en commun. Et n'oubliez pas que c'est une terre sainte qui est bénie, qui a vu effectivement, qui était le socle de la révélation abrahamique, et on peut être extrêmement surpris de ce qui peut sortir de là-bas. Évidemment, c'est cette voie-là que nous espérons. C'est mal barré, mais l'espoir est permis. Sinon, de toute manière, ça va finir en bain de sang. Puisque la bombe atomique, elle sert à quoi quand on est dans sa maison? On ne peut pas poser une bombe atomique dans sa propre maison. Donc, à terme, ça finira très, très mal pour les sionistes. Donc, soit une solution à la sud-africaine, donc un Nelson Mandela palestinien, un De Klerk israélien, et la situation s'arrange. Israël s'intègre pleinement au Moyen-Orient. Ça devient une zone incroyable de commerce, d'échanges, connectée à l'Afrique, et effectivement, une puissance équilibrée qui verra le jour. Très honnêtement, si on me demande de prendre un pari, je dis que ce pari est possible. Ce que je dis là est fort possible. Soit on aura une situation à l'algérienne, c'est-à-dire un combat sanglant, une décennie de guerre civile qui fera un exode massif des sionistes de la terre de Palestine et en Algérie au jour d'aujourd'hui, au moment où on parle. C'est ce qui s'est passé lors des indépendances, puisque la minorité juive d'Algérie, ayant pris le camp du colon, est repartie avec le colon. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur terre. Les Juifs étaient là depuis des millénaires et ils ont perdu leur terre, contrairement à l'histoire des Juifs marocains qui sont restés ancrés et fidèles à la monarchie marocaine qui a su les protéger, et les Juifs marocains sont restés liés aux musulmans et ont gardé leur pleine citoyenneté marocaine. Donc là, on a deux histoires différentes. Donc demain, l'histoire israélo-palestinienne, ça se finit à la sud-africaine ou ça se finira à l'algérienne. Voilà. Si ça se finit à l'algérienne, en l'occurrence, les Juifs pourront dire merci à Netanyahou. Donc là, point d'interrogation, quel l'avenir, j'allais dire, nous le dira. Mais l'avenir proche, hein, on aura la réponse dans les 10-15 ans qui viennent. En ce qui concerne la chrétienté, est-ce que la chrétienté demain peut devenir une source effectivement d'humanisme, de projet pour l'humanité qui peut construire une troisième voie à proposer à l'humanité? La question est posée. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que la chrétienté? Au cœur de l'Europe, on voit bien qu'elle a été laminée partout. C'est-à-dire que le matérialisme, suite au siècle dit des Lumières et de la Révolution française, a balayé le christianisme, c'est-à-dire l'a dépossédé de toute forme de gestion et de vision de la société. Il est relégué à une espèce de folklore, les églises étant vides, des fêtes consuméristes comme Noël. Je suis désolé, je suis peut-être violent, mais tout chrétien ne pourra que le reconnaître, que la spiritualité qui fonde le christianisme et le message du christianisme, de l'amour fraternel entre les humains porté par Jésus, au jour d'aujourd'hui, il est très difficile de le voir dans la vitrine du Vatican qui se limite à quelques discours dans le cadre effectivement d'une richesse qui interpelle, qui fait plus marchand du temple que le message originel de Jésus. Voilà, je ne pense pas insulter le christianisme quand je dis ça. Donc demain, est-ce que les chrétiens peuvent revenir à quelque chose qui touche à leurs origines et à reproposer quelque chose pour l'humanité? Oui, bien sûr. Les enjeux sont ouverts, mais il va y avoir du boulot. Parce que cette histoire de laïcité qui veut mettre la religion de côté, c'est une escroquerie totale. Parce que, la laïcité est une religion en elle-même. C'est que celui qui vient au pouvoir vient avec ses croyances. En l'occurrence, si vous votez pour un président athée, c'est faux de dire qu'il mettra ses croyances de côté dans la gestion de la nation. Celui qui gère la nation, l'élite qui gère la nation, vient avec ses croyances. Si ses croyances sur le matérialisme athée, vous aurez une nation qui sera gérée par des lois matérialistes athées. Et c'est ce qu'on a vécu en France. En l'occurrence, à force de ne plus parler de religion et de la mettre complètement de côté, on a des gens qui n'ont ni vision, à part défendre les intérêts d'une oligarchie de plus en plus restreinte et d'esclavagiser un peuple qui n'a plus aucune vision, qui est dépossédé de ses valeurs qui fondaient sa civilisation, même plus, non seulement dépossédé, mais pour se voir remplacé par des valeurs complètement inversées. Donc, voilà où a mené finalement ce laïcisme. Donc, tout ce qu'on peut espérer, évidemment, pour les chrétiens, c'est un renouveau spirituel qui verra à nouveau les églises se remplir, une relecture des textes pour revenir au message fondamental originel de Jésus. Est-ce que c'est possible? Oui, évidemment, c'est possible, parce que dans le cadre du clash politique qu'il va y avoir en Europe, il se peut très bien que la question fondamentale du retour aux racines de la chrétienté puisse renaître et qu'à partir de là, les valeurs portées par la chrétienté puissent à nouveau proposer quelque chose au monde. Là aussi, réponse
dans un avenir à moyen terme. En ce qui concerne l'islam, est-ce que l'islam demain peut apporter quelque chose à l'humanité? En tant que musulman, évidemment, je l'espère, mais là aussi, il y a du boulot. C'est-à-dire que le monde musulman a vécu une décadence extrêmement profonde et qui est passé par une défaite totale de la pensée. Et aujourd'hui, on a un monde musulman qui, dans son élite intellectuelle, le clergé est extrêmement présent et ce clergé, dans sa pensée, disons-le clairement, tourne en rond. C'est-à-dire qu'en fait, on a une situation aberrante où on a un clergé qui vit au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il ne pense plus le monde actuel. Il ne se sent plus ni en capacité ni en devoir de penser le monde actuel. Vous lisez l'écrit des savants, entre grands guillemets, contemporains, ils se basent sur du droit, d'une jurisprudence qui est complètement obsolète. Jurisprudence, doit-on le rappeler, qui est une innovation pure d'une construction 100% humaine, d'un effort humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les savants du passé ont fait leur boulot. Les fondateurs des grandes écoles juridiques musulmanes ont fait un boulot, mais celui qui survolera leur écrit, il faudrait toute une vie pour d'études, pour l'analyser. C'est les travaux pharaoniques. L'islam a été facteur de civilisation incroyable, d'un savoir qui encore une fois, a permis des gens de différents horizons, de différentes origines, de vivre en fraternité et de porter un message au monde, un message extrêmement volontaire, d'impacter la matière, de déplacer les limites. Les musulmans ont pu construire un empire à cheval en 2 générations, du Yémen à la Chine et de la Chine au sud de la France. Et qui peut renier que cette civilisation a apporté énormément à l'humanité en termes de sciences et dans toutes les sciences humaines, à telle enseigne que l'Occident au jour d'aujourd'hui, la langue française notamment, porte un héritage énorme, même s'il a été balayé par les livres d'histoire. Mais pour celui qui fera un effort de recherche, verra que l'islam a imprégné de manière extrêmement profonde la pensée contemporaine européenne, c'est-à-dire à partir de la Renaissance en fait. Ce qui a permis la Renaissance de l'Europe, donc du XVIe siècle, c'est évidemment toute la pensée islamique venue d'Andalousie, venue de Venise, de Florence et de Gênes, de toutes ces villes européennes qui étaient en contact et en commerce étroit avec les musulmans. Toute la pensée grecque, des grands philosophes grecs ont été traduits, donc je pense à Aristote notamment, ont été traduits et commentés du grec à l'arabe et de l'arabe au latin. Voilà, si je parlais des universités de Cordoue, c'est là où ça s'est joué. Donc tout ça, là aussi pour faire la parenthèse, qu'on veut nous vendre un clash des civilisations, alors que ça c'est une énorme connerie, ce n'est qu'une continuité de relais et de civilisations qui se sont enrichies de ce qui a existé précédemment, évidemment. Donc l'islam, au jour d'aujourd'hui, n'a rien à proposer à l'humanité, très concrètement, parce qu'il est ankylosé dans une pensée complètement réfractaire, bouchée, fermée, qui a considéré que tout a été écrit, tout ce qu'il fallait dire a été écrit et on a pensé à tout, et qu'à partir du XIIIe siècle, on a fermé ce qu'on appelle les portes de l'ijtihad, de l'effort d'interprétation permanent. À partir du moment où on a fermé ça, les amis, foutu, tombé, colonisable, colonisé, fermé boutique, il n'y a plus rien à voir, plus rien à dire. C'est dramatique, mais est-ce que l'islam demain peut revivre un renouveau et à nouveau se mettre au diapason et apporter à l'humanité? Bien évidemment, bien évidemment. C'est-à-dire que cette voie peut dès demain renaître, la voie du renouveau, c'est-à-dire balayer tout ce qui est du ressort de l'humain et qui a été une pure projection humaine devenue obsolète au jour d'aujourd'hui, pour renouveler cette pensée en retournant aux sources de l'islam. Et la source de l'islam, c'est son miracle permanent, c'est le Coran. C'est qu'à partir du moment où on laisse tomber les exégètes qui ne sont qu'efforts d'interprétation humaine pour revenir à des exégètes et lire le Coran avec les yeux du XXIe siècle et le cœur du XXe siècle dans les sociétés du XXIe siècle, là, il y a moyen d'un redécollage. En une génération, on peut faire un bond extraordinaire et apporter à l'humanité une vision du monde équilibrée qui va agréger à nouveau des peuples différents qui verront là une source extraordinaire de renouveau. Voilà, alors tout ça pour dire que vous voyez qu'une compétition pour le bien, ce qu'on appelle une émulation, peut se jouer et va se jouer parce que la nature a horreur du vide. Qui va prendre cette place? Si on parle encore une fois du bassin méditerranéen, le judaïsme, le christianisme, l'islam, qui bah écoutez, les jeux sont ouverts. Et on vit une époque extraordinaire parce que nous assistons, nous, en tant qu'acteurs de cette histoire, à effectivement ce vide qui va
très vite être comblés. Évidemment, évidemment. En fait, très concrètement, la Chine, les États-Unis et leurs alliés vont se bouffer entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce matérialisme exacerbé qui veut mettre l'humain au service de l'économie, que ce soit d'ailleurs la Chine ou les États-Unis, c'est le même process, c'est de mettre l'humain, d'en faire une machine, esclavagisée au service d'une minorité. Tout ça, ils vont épuiser leurs forces, ce qui va permettre à terme l'émergence d'un renouveau. Et ce renouveau va revenir aux fondamentaux. Donc, cette compétition pour le bien, cette émulation va se jouer et que le meilleur gagne, j'allais dire. Que le meilleur gagne, évidemment. Donc, c'est en cela que les 10 ans qui viennent on vit une décennie bénie, extraordinaire. Donc, surtout, ne vous enfermez pas dans un pessimisme, mais soyez ouverts sur un optimisme, car les horizons d'espoir existent et sont là. Et c'est dans ce cadre-là que vient éclore ce projet Ziri et ce Club to Miny qui vient fédérer des gens de différents horizons pour créer justement les conditions de cette émulation à travers la blockchain. Ce foisonnement d'idées venant de tout horizon que chacun, en puisant dans sa propre sphère de croyance, que ce soit judaïsme, christianisme, islam, agnostisme, hindouisme, bouddhisme, quelle que soit sa sphère, va pouvoir apporter sa pierre et rentrer en confrontation bénéfique pour aller se confronter, confrontation d'idées, un foisonnement d'idées, pour aller effectivement voir éclore cette troisième voie, ce monde tant attendu, cette nouvelle voie. Et évidemment, les affranchis et toute la communauté Zincon, toute la communauté Ziri, toute la communauté Wetio ont leur rôle à jouer. Ils ont leur rôle à jouer par rapport à l'élaboration de ces nouvelles idées, de cette nouvelle façon de voir, de ce renouveau qui va être à la fois quelque chose de pensé et quelque chose donc de théorique et quelque chose de très pratique, qui va s'intégrer, s'insérer, s'ancrer dans la matière à travers des solutions opérationnelles que nous allons déployer. Si vous lisez le livre blanc de Ziri, pour être très pragmatique et très concret, on commence par la construction d'un éco-village. Un éco-village dont on verra très prochainement les plans. Cet éco-village va pouvoir être autonome d'un point de vue énergétique, autonome d'un point de vue alimentaire, va intégrer les humains qui vont trouver une source de subsistance, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leur nourriture à proximité, mais vont pouvoir également gagner leur vie à travers la production de richesses en faisant la promotion de nos projets à travers les réseaux. Et c'est pour cela que nous pensons à terme, effectivement, à élaborer les constructions de réseaux sécurisés qui permettent, quoi qu'il arrive, de pouvoir continuer à diffuser notre pensée. Alors, nous sommes en phase de modélisation le jour d'aujourd'hui, puisque va démarrer une formation dans les prochains jours, avec, on est déjà à 30 candidats qui ont postulé, c'est énorme, de gens que nous allons former à faire la promotion de nos projets sur les réseaux en échange de commissions qui vont permettre effectivement de leur faire gagner du pouvoir d'achat. Ça veut dire que ces gens demain qui rejoindront les éco-villages, qui seront des communautés ouvertes, qui pourront, ou à travers 2 heures de leur temps par jour, pourront effectivement travailler à la permaculture, permettre la maintenance du site, et 5 heures par jour, travailler à la promotion de nos projets et en retirer des ressources. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous vivez dans un système où vous ne payez pas le manger, vous ne payez pas le lait, vous ne payez pas le miel, vous ne payez pas les légumes, vous ne payez pas les fruits, bon, il vous reste le café, le sucre et le sel. Donc voilà, et demain, pourquoi pas la pisciculture, donc, pour effectivement le poisson. Donc vous ne payez pas l'énergie. À partir de là, vous allez me dire, ouais, mais bon, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est très bien, mais on est quand même sur des communautés ouvertes où les gens font un peu ce qu'on ils restent libres de faire ce qu'ils veulent. Donc s'ils veulent voyager, ils voyageront. Il faut bien qu'ils accèdent à des loisirs qui seront à l'extérieur, donc il leur faut du pouvoir d'achat. Ils vont pouvoir, à travers 5 heures de mobilisation de leur travail par jour, générer ce pouvoir d'achat supplémentaire pour payer leurs loisirs, leurs vêtements, aider qui de droit, être des gens totalement libres, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de construire des communautés fermées. Ceux qui parlent de sexe sont des idiots et des crétins inutiles, des cafards qui vont toujours chercher à projeter leur propre mal intérieur sur l'extérieur. Donc non, évidemment, il ne s'agira pas de communautés fermées, les gens seront libres de va-et-vient tant qu'ils voudront, et il y aura une gestion horizontale, communautaire et non verticale. Voilà. Il n'y aura pas de chef de village, rassurez-vous. Donc, tout se décidera en concertation. Donc voilà ce projet extraordinaire d'une première communauté, d'une première éco-village qu'on veut construire au Maroc et qu'on dupliquera partout en Afrique. Ces éco-villages seront connectés entre eux et quelle belle image! Quelle belle image que nous allons présenter au monde, à l'humanité tout entière, comme exemple
dans les moments troubles que nous allons vivre. Parce que, les amis, cette gestation de ce nouveau monde ne va pas se faire sans quelques désordres, évidemment, parce que, comment dire, un accouchement, généralement, évidemment, se fait dans le sang, et je crains le pire, au cœur du cyclone de l'empire consumériste qui s'effondre. Je pense notamment, et vous l'avez compris à travers l'ensemble de mes vidéos, à l'Europe ou aux États-Unis. À court terme, les amis, ça va quand même faire très, très mal. Implosion économique, crise sociale majeure, affrontement social, crise politique, crispation générationnelle avec une population vieillissante qui va vouloir imposer des lois aux plus jeunes qui vont être complètement pris à la gorge. Ça ne va pas être très joli dans les années à venir. Donc, par contre, les gens qui sont au cœur de l'Europe, donc au cœur du cyclone où toutes les différentes crises vont sévir, auront la possibilité de se mettre au vert, au sens propre comme au sens figuré, en rejoignant ces éco-villages. Et le Club Toumani a été créé pour eux. Le Club Toumani a été créé aussi pour les gens qui veulent se maintenir là-bas et qui veulent néanmoins garder contact avec des réseaux d'exfiltration ou de soutien communautaire si demain la situation devenait effectivement extrêmement critique. Donc, acquérir du ZIRI dans le cadre du Club Toumani, c'est acquérir cet actif qui est aujourd'hui cédé dans le cadre d'une vente privée à 0,17 $ si on paye en devise ou 0,14 $ si on paye en crypto. Pour en acquérir, vous écrivez à cette adresse, donc à l'adresse qui s'affiche. Donc, vous voulez adhérer au Club Toumani et obtenir ces tarifs, vous envoyez un mail à clubtoumani tout attaché @ziri.io. Voilà. Vous ne souhaitez pas souscrire au Club Toumani, vous achetez du ZIRI en dehors du club, en achat libre. Vous le payez 0,35 si vous payez en devise, 0,32 si vous payez en crypto, et vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche, achat@ziri.io si vous souhaitez acquérir du ZIRI en dehors du Club Toumani. Voilà. Donc, en faisant l'acquisition de ce token, vous réalisez d'une pierre plusieurs coups. Un, vous réalisez un investissement extrêmement rentable. Vous achetez à 0,14 un actif qui va rentrer sur le marché d'ici début d'année prochaine à 0,70 minimum. 0,70 minimum. Donc, ça fait une belle perspective de plus-value. Vous protégez votre épargne. Votre épargne est en danger. Tout le monde peut le comprendre. C'est-à-dire que la crise financière, c'est-à-dire la crise des faillites des États, un État tombe pas en faillite en fait, mais il se retrouve en situation pris à la gorge qui va obligatoirement l'obliger à ponctionner l'épargne. Il faut bien comprendre que si l'État français est chroniquement en faillite, comme l'État italien, comme l'État espagnol, les Français ne le sont pas. Il y a énormément d'épargne qui dort dans les produits d'assurance vie en euros ou dans les bas de laine qui rapportent produits bancaires d'épargne garantie zéro. Bref, vous perdez de l'argent parce qu'on est sur des niveaux de rendement qui sont inférieurs à l'inflation. Donc, cette épargne-là, demain, va être spoliée, va être saisie. Et avec la dématérialisation de la monnaie, c'est à la source qu'ils vont se servir. Et vous n'aurez aucun échappatoire. Vous ne pourrez même pas transférer votre épargne à l'étranger. Ce sera verrouillé. Je rappelle qu'au moment où on parle, il est extrêmement difficile, voire impossible, pour quelqu'un d'acheter depuis la France des cryptos avec sa carte bleue sur des plateformes spécialisées. Ça passe plus, les cartes bleues. Les virements passent toujours. Alors que ceci ne vous empêche pas. Les affranchis ont toutes les solutions. Si vous voulez acheter du Zincoin au jour d'aujourd'hui qui est coté sur Bbox, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche achat@bbox.zincoin.io. À cette adresse-là, l'équipe vous prendra en main, vous donnera toutes les solutions et vous accompagnera jusqu'à l'achat de Zincoin sur la plateforme. Et vous recevrez en plus, l'opération est toujours en cours, 5% du montant de l'achat de Zincoin en ZIRI. Elle est formidable. Donc, c'est le moment de renforcer votre portefeuille en Zincoin ou pour ceux qui n'en ont pas, d'aller acheter. Je rappelle que le Zincoin, au moment où on tourne cette vidéo, est autour de 2,70 $, que la blockchain va sortir incessamment sous peu, c'est une histoire de semaine, et que ça va encore emmener le Zincoin extrêmement loin. J'avais annoncé entre 5 et 7 $ minimum autour du mois de juillet. Donc, c'est un investissement pour ceux qui n'ont pas de Zincoin qui reste extrêmement valable. D'ailleurs, à ce propos, on me pose la question de savoir, dois-je acheter du Zincoin ou dois-je acheter du ZIRI? C'est deux choses différentes. Le Zincoin, c'est un projet qui est sur les rails, qui est là pour la promotion de notre blockchain africaine Wetio. Un token qui est coté, donc qui est parfaitement liquide, qui est coté, c'est-à-dire que vous suivez la cotation. Donc, dans ce cas-là, c'est très intéressant d'acheter du Zincoin. Vous ne pouvez plus en acheter auprès de l'équipe. Vous achetez directement sur bbox.com. Si vous ne savez pas acheter sur une plateforme, si vous êtes novice, encore une fois, vous envoyez un mail à achat@bbox.zincoin.io et l'équipe, en donnant vos coordonnées, vos disponibilités, le montant que vous souhaitez investir dans le mail. Et l'équipe prendra contact avec vous et vous accompagnera jusqu'à l'achat.
Donc évidemment, achetez du Zincoin, renforcez vos portefeuilles. Ce Zincoin, on veut l'emmener une rentabilité de x1000 par rapport à l'achat lors de l'ICO. Je rappelle que les investisseurs l'ont acheté jusqu'au 27 septembre 2019 à 0,45. 0,45, on veut l'amener à 450 $. Donc quand vous l'achetez à 2,70 $, c'est comme si vous aviez acheté du Bitcoin à l'époque à 2,70 $. Vous continuez à réaliser une affaire extraordinaire. Donc évidemment, si vous n'avez pas encore acheté de Zincoin et que vous découvrez cette vidéo, précipitez-vous. Mais que foutez-vous? Arrêtez de perdre votre vie, perdre votre temps. Faites quelque chose. Remuez-vous. Achetez du Zincoin, évidemment. Alors, le ZIRI. Pourquoi acheter du ZIRI? Parce que vous achetez dans le cadre du vol privé. Vous remontez le temps. C'est comme si vous retrouvez Zincoin 2018. Personne ne sait ce que c'est. Il n'y a pas de site web, il n'y a rien du tout. D'un seul coup, un actif arrive. Il est vendu à 0,20 centimes à l'époque, 0,25. Là, vous achetez du ZIRI à 0,14. Oh, réveillez-vous. 0,14 $. Quelque chose qui va rentrer dans quelques mois à 0,70. Donc, dès qu'il va rentrer, il sera liquide. Et comme nous avons acquis l'expérience de connaître la promotion permettant de créer une offre supérieure, une demande supérieure à l'offre, donc une pression à la hausse du cours, vous avez tout intérêt à vous précipiter pour acheter du ZIRI. Autrement dit, si vous avez 10 000 € à investir, investissez 3 000 € au jour d'aujourd'hui en Zincoin et 7 000 € en ZIRI. Un rapport 70-30 me semble quelque chose de judicieux pour quelqu'un qui veut intégrer ce projet, qui n'a pas encore de Zincoin et qui veut profiter effectivement et diversifier son portefeuille. 30% en Zincoin, 70% en ZIRI, c'est le bon équilibre. Donc voilà. Alors, parlez-en autour de vous. Je vous rappelle que les affranchis sont les seuls qui avaient donné la date des événements que nous avons vécus à travers le Covid-19. Remontez les vidéos, remontez les posts Facebook. Vous verrez que depuis 2016-2017, nous avions annoncé novembre 2019, juin 2020 pour une implosion, le démarrage du crash final de l'Europe et des États-Unis. C'est ce qui s'est passé. Donc, nous avons la crédibilité pour nous donner un tant soit peu votre confiance. D'autant plus que le Zincoin, au moment où nous parlons, a permis un coefficient multiplicateur de x7, 700% de progression aux gens qui l'ont acheté lors de l'ICO. Que demande le peuple? Et nous sommes qu'au tout début. Donc ne faites pas la bêtise, évidemment, de vendre vos Zincoin. Bon, pour ce qui est des gens qui disent que, en l'occurrence, le cours est manipulé, l'équipe détient 95% des Zincoin, c'est ni plus ni moins que des paroles de cafard qui n'est que du vent et qui ne se vérifie pas dans les faits. Parce que si le cours est manipulé, les amis, ils disent que si vous vendez 1% du supply, le cours descend à 1 centime. Bah, vendez les mecs et faites plonger le cours à 1 centime. Mais pourquoi pas 0,0001 comme beaucoup d'ailleurs de altcoins qui sont cotés. Je vous lance le défi. Mais allez-y, allez faire plonger le cours du Zincoin. Si vous avez un tant soit peu de crédibilité, si ce que vous dites a un début de vérité, faites-le. Faites-le, vous n'y arriverez pas parce que vous n'êtes que des menteurs, tout simplement. Et vous avez tous remarqué qu'il n'y a personne, aucun témoignage sur les réseaux de quelqu'un qui est capable de produire les captures d'écran de son achat de ZIN lors de l'ICO par exemple, qui a tenté de les vendre et qui n'a pas réussi à les vendre au prix du marché. Ça n'existe pas. Les gens qui font la connerie de vendre leur ZIN au jour d'aujourd'hui, ils le vendent bien à 2,70. Allez, suivant le montant, peut-être à 2,50. Voilà. Mais ils retirent toujours des coefficients multiplicateurs extraordinaires en argent sonnant, trébuchant. Ils font la connerie du siècle. Certes, ils pourront acheter et renouveler leur cuisine, peut-être pour certains acheter une nouvelle voiture, mais alors que s'ils l'avaient conservé, c'était la liberté financière qui s'ouvrait à eux. Il faut être vraiment un âne batté pour aller faire cette connerie, mais ceux qui l'ont fait, ils ont récupéré de l'argent. Du vrai argent, du pouvoir d'achat. Donc, ceux qui le conserveront et qui attendront au moins jusque mi-2022, l'été 2022, pour retirer un petit peu de... Ils devront vendre un tout petit peu de Zincoin pour récupérer leur capital. Un tout petit peu. Et ils conserveront le reste jusqu'en 2025, 2027, quand le ZIN sera des firmaments, qui sera au top niveau, qu'il aura cassé la baraque. Mais là, les amis, c'est la grande richesse qui vous attendra. La préparation psychologique à l'épreuve de la grande richesse. Quelque chose qui vous permet d'impacter la matière. Parce que l'argent, c'est un fluide, une énergie qui sert à ça. La liberté financière est un luxe que je souhaite à chaque humain, bien évidemment, qui doit être notre but commun, parce qu'il nous permet de changer et d'impacter et de participer activement à la construction de ce nouveau monde et d'être des acteurs de l'histoire et non pas des moutons et des victimes de cette histoire, de prendre son destin en main. C'est ça la liberté financière et c'est à ça qu'elle sert. Donc allez convaincre un maximum de gens, soyez impliqués, prenez votre bâton de pèlerin et n'ayez pas peur de répéter les choses comme je le fais,
de répéter autour de vous, dans le cercle familial, dans le cercle de vos amis, auprès de vos collègues de travail, auprès d'inconnus, partout, au café, n'importe où, parler du Zincoin. Si je vous donnais effectivement des anecdotes incroyables, comme par exemple Eric à Singapour, que vous allez découvrir bientôt, quelqu'un qui est un expert dans son domaine, qui organise des événements extraordinaires dans le monde de la crypto, qui est en relation avec tout ce qui compte dans ce monde de la blockchain. Vous savez comment il a connu le Zincoin? Il a connu le Zincoin dans un restaurant à Singapour, en Corée. Je ne sais plus, mais il vous le confirmera, le lieu. Il a connu le Zincoin dans un restaurant où il y avait 2 Français qui dînaient à table. Lui était avec des professionnels de la crypto, il discutait crypto en anglais. Et il a entendu parler français dans la table d'à côté. Il s'est retourné, il a dit tiens, vous parlez français c'est bien, c'est marrant. Lui qui vit à Singapour depuis 15 ans, il n'a pas trop l'habitude d'entendre parler français. Les gens disent ouais, on parle français, on vous a entendu parler de crypto. Ouais. Et un des 2 attablés, là, lui a dit vous connaissez le Zincoin? Eric l'a regardé, il dit non, je ne connais pas. Il lui dit c'est une monnaie africaine, il faut investir dessus, Bon, ok, elle va faire x1000. Là, Eric a eu un sourire en disant mais c'est quoi ces énergumènes? Ils se sont échangés leurs coordonnées téléphoniques. Puis rappelez-vous, fin mi-novembre l'année dernière, on est rentré sur IDAX. Et Eric était avec le PDG d'IDAX dans une soirée 3 semaines avant. Donc le type l'appelle, il dit ouais, t'as vu, le Zincoin il est monté à 1,50 $, 1,50 $, ouais, c'est incroyable. Eric lui répond tac au tac, ben vends, t'as gagné plein d'argent, vends. Et le dit non, jamais de la vie, je vendrai. L'équipe a dit par contre, je vendrai pas. Eric il a dit mais c'est quoi ces énergumènes, c'est des fous. Et donc du coup il s'est intéressé au projet et quand il a vu IDAX s'effondrer, il a dit waouh, c'est dommage. Ce projet était bien parti, il fédérait des communautés extraordinaires. Il a pris contact avec Simon en disant « Je peux faire des choses pour vous ». Et depuis, nous sommes restés en relation avec lui. Et vous allez voir, il vous en parlera de lui-même. Il a fait énormément de choses pour nous. Vous voyez comment c'est arrivé à la base? Parce que quelqu'un a respecté les consignes. Au restaurant, il n'a pas hésité à prendre quelqu'un par le bras et lui dire « Hé, Zincoin, famille !» Et à le rappeler derrière, à dire « Regarde, on est là !» Et quand il lui a dit vendre, il a dit « Jamais de la vie !» Vous comprenez? C'est ça, le Zincoin. Donc, n'hésitez pas à relever la tête, marchez fièrement. N'acceptez plus qu'on parle de nous comme un projet d'escroquerie. Et d'ailleurs, rappelez-vous, ils partiront avec la caisse. Tout ce qu'ils ont raconté est un amas de bêtises, de mensonges, de conneries. Tout ça vient des ténèbres, de gens qui ne sont sans foi ni loi. Et c'est bien pour ça que nous les qualifions pour ce qu'ils sont, des cafards. Donc, vous êtes des êtres qui travaillez pour la lumière, au service de la lumière. Donc, marchez la tête haute. Parlez du Zincoin, de Ziri, de Club2Miny et de Wetio. Partout. Prenez les gens par la main dans votre intérêt. Parce que plus on va fédérer de gens éclairés, plus ça aura un impact sur le cours, plus nous générerons des plus-values extraordinaires. Et nous avons l'humanité entière à convaincre. Donc, nous avons un terrain de jeu qui est illimité. Alors, impliquez-vous plus que jamais, les amis. Plus que jamais. Voilà ce que je pouvais dire pour cette vidéo. Vous avez compris, l'histoire, nous l'écrivons, nous participons à son écriture, l'histoire avec un grand H. Nous sommes des acteurs de nos propres destins. Nous fédérons quelque chose d'incroyable qui déplaît à beaucoup de monde, vous l'imaginez. Nous continuerons tout le temps aussi motivés. Persévérance, force et honneur. Portez-vous bien, les amis. Gardez contact. Partagez cette vidéo. Diffusez-la auprès de vos contacts. Ramenez un maximum de gens sur cette chaîne. Likez. Likez également sur la cloche pour avoir l'alerte, pour connaître effectivement en direct les prochaines vidéos. À très bientôt. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.